Moi, pourquoi être entrepreneur j'avais décidé, je pense, quand j'ai eu 10 ans environ. Puis je me suis dit, mais ce truc-là va tout changer, tout révolutionner. Je lui ai dit, Sylvie, là, je crois que j'ai reçu un mail qui va changer l'histoire de la fourchette. Bonjour Bertrand. Salut Stéphanie. Je suis vraiment très heureuse que tu aies accepté de venir dans mon podcast On lâche rien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Bertrand est un des entrepreneurs que j'admire le plus. Bertrand a été le fondateur de La Fourchette, qui a été acheté par TripAdvisor, et aujourd'hui, il se lance dans l'impact. Et en fait, c'est vrai que très peu de personnes finalement le connaissent parce que Bertrand a tellement d'activités et beaucoup d'activités sociales qu'il a pas beaucoup de temps. Donc c'est vraiment sa famille, sa boîte et puis les autres. Et les autres, c'est très important chez toi. Pour moi, tu es le seul Français qui a été au COMEX d'une licorne américaine, puisque tu as été au COMEX de TripAdvisor. Alors, si on reprend l'histoire dès le début, parce qu'en fait, moi voilà, bon tu le sais, t'es vraiment une personne que j'admire à tout point de vue. Intellectuellement, t'es brillant, puis t'as des valeurs humaines incroyables. Et donc, trouver tout ça dans une seule personne, c'est rare. Donc, je suis très heureuse d'être ton amie. Finalement, je pense que je vais apprendre aussi des choses ce soir, parce que souvent, on parle business et on parle pas trop de nous. Alors, moi, je voudrais que tu nous dises comment t'en es arrivé à La Fourchette, quoi. Parce que c'est un truc quand même assez incroyable. Alors, il y a deux grandes choses, je pense, pour en arriver à La Fourchette. C'est comment j'ai décidé d'être entrepreneur, parce que ça a été une décision. Et après, l'idée de La Fourchette, qui est la deuxième étape. Moi, pourquoi être entrepreneur j'avais décidé, je pense, quand j'ai eu 10 ans environ, d'être entrepreneur, c'est-à-dire de dire c'est quoi ton métier, qu'est-ce que tu veux faire. Moi, c'était créer des boîtes. Et pour une raison double. La première, c'est que parmi les amis de mes parents, il y avait des entrepreneurs et que c'était ceux que j'admirais de loin le plus. Il y avait des entrepreneurs, il y avait des professeurs, il y avait toutes sortes de personnes. Et quand je voyais les entrepreneurs, copains entrepreneurs arriver, pour moi, j'avais l'impression que c'était des héros, quoi. Leur vie, la manière dont ils parlaient de leur boulot, de leur entreprise, pour moi, ça me faisait vibrer. Et donc, j'avais envie de leur ressembler. C'est souvent comme ça que ça marche quand on est enfant. Et la deuxième raison, c'est que, pour le coup, moi, j'ai toujours comme tu l'as dit, un peu une sensibilité aux problèmes du monde. Et je suis né en 75, probablement un peu comme toi, ou pas loin. Et entre les deux chocs pétroliers, donc toute mon enfance, mon adolescence, ma vie de jeune adulte, mais à l'époque, c'était mon enfance, on ne parlait que d'une seule chose, c'était le chômage. À la télé, aux infos, c'était le chômage. C'est l'espèce de fléau, en tout cas en France. Et donc, je me disais, finalement, pour régler le chômage, il faut créer des boîtes, parce que quand on crée des boîtes, ça fait des emplois, et donc ça règle le chômage. Donc, voilà, quand j'avais 10 ans, je faisais ce calcul-là, de me dire, du coup, non seulement tu admires ces gars-là, tu as envie d'être comme eux, et en plus, si tu fais le même job et que ça marche, tu auras créé des emplois, et donc tu auras réglé le problème qui a l'air d'être le problème que tout le monde a aujourd'hui. Et donc après, tu as fait quoi? Tu as fait prépa et HEC, après, c'est ça? J'ai fait des études, et j'ai fait une prépa, j'ai fait en effet HEC, avec pas mal de chance, mais ça, la chance, c'est important dans la vie, d'entrer à HEC parce que j'étais pas du tout bien classé en prépa. Et puis après, directement, en sortant, alors j'ai eu la chance de passer 1 an aux États-Unis en 97-98. Ah, où ça? À New York. Et ça, c'était l'année 97, je dis à tout le monde, où Amazon a fait son IPO. Ça date quand même, il y a longtemps. Et aussi où Hotmail a été vendu à Microsoft pour $400 millions. Je me souviens encore du chiffre. Il n'y a pas grand monde qui le sait. Ouais. Et ces deux événements-là, en tout cas, c'était le début vraiment de l'Internet. Moi, à ce moment-là, j'avais déjà quand même une sensibilité sur le sujet, mais de passer 1 an aux États-Unis, de communiquer aussi que par mail avec tes parents, tu vois, c'est vraiment, c'est magique, quoi. Avant, tu écrivais des lettres, tu vois. J'avais voyagé avant, j'avais fait des séjours linguistiques, et c'était des lettres, écrivais tes lettres, etc. Là, c'était le mail, et donc, moi, là, avec mon parcours, etc., j'aime bien l'entreprise, j'ai toujours bien aimé l'entreprise aussi. Je me suis dit, mais ce truc-là va tout changer, tout révolutionner. Et comme j'avais cette idée de créer des boîtes, à ce moment-là, je me suis dit, c'est bingo, quoi. C'est là-dedans que ça va être, quoi. Ouais. Et alors justement, tu parlais, comment tu as trouvé l'idée de La Fourchette? Parce qu'il y a plein de jeunes qui rêvent d'être entrepreneurs, comme toi, comme moi. Comment tu as trouvé l'idée? Là, une fois, on a reçu un conseil que du coup, je vais transmettre. Ah, cool. Un très bon conseil, je pense que je donne très souvent. Alors, La Fourchette, c'est ma 3e boîte. Première boîte, c'était dans une pure start-up internet, donc en 99, quand je suis sorti d'HEC, qui faisait des jeux boursiers. C'était bien un truc d'HEC. Donc, on pariait sur la bourse, il y avait des portefeuilles virtuels, il y avait un quiz de business. Mais ça marchait pas mal, puis ça s'est effondré avec le 11 septembre. Le 11 septembre, ça a été la première grosse crise
pour l'Internet. Et la deuxième boîte, du coup... Donc, qu'est-ce qu'elle est devenue déjà, cette première boîte? Ça, on a vendu les actifs, voilà, à la casse. À la casse, quoi. Ouais. Voilà. Mais alors là, peut-être un micro-conseil dans le conseil. La meilleure chose qu'on ait faite pendant cette boîte, c'est quand ça commençait à plus aller du tout, parce que le chiffre d'affaires était divisé par 5 en une semaine, voilà, de se dire assez vite, on se donne X mois pour atteindre tel objectif, et si on n'atteint pas tel objectif, on ferme la boîte. Parce que c'est très dur de fermer une boîte d'un point de vue émotionnel, parce qu'on croit toujours que ça va aller... En tant qu'entrepreneur, on est forcément ultra optimiste, donc on croit toujours que ça ira mieux le lendemain. Il y a toujours des bonnes raisons d'ailleurs de le croire. Ouais. C'est vrai en plus, je te promets, ça ira mieux demain. Et là, en plus on est plusieurs, on était 2. Et donc là, de se dire, voilà, on se donne 6 mois, tel objectif, on se défonce pendant 6 mois, et au bout de 6 mois, on se pose plus de questions, soit on l'a, soit on l'a pas. On s'est défoncé pendant 6 mois sans se poser de questions de est-ce qu'on doit arrêter, pas arrêter, etc. C'était vraiment très clair. Au bout de 6 mois, on n'était pas à l'objectif. On s'est regardé avec mon associé, on s'est dit, bon, bah ok, super, bravo, beau match, on n'a pas gagné. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc on se répartit le boulot pour fermer la boîte, et puis chacun cherche sa prochaine aventure. Être entrepreneur, c'est aussi planter des boîtes. Alors ceux qui n'en plantent pas, c'est comme à la bourse. Ceux qui n'en ont jamais planté, c'est qu'ils n'ont pas dû beaucoup jouer. Ouais. Ou alors qu'ils n'en ont fait qu'une qui a marché au démarrage, etc. Et donc voilà. Mais donc la deuxième boîte, c'était pour le coup plus proche de la restauration. Pas restaurateur, mais je travaille avec des restaurateurs et plus offline. Et donc en fait, la fourchette, le conseil, j'y viens. C'est un gars un jour, un entrepreneur là, qui venait discuter avec nous. On partageait ses bureaux. Et on lui parlait plein de projets qu'on avait, plein d'idées. À cette époque-là, je rappelle, l'idée qui nous faisait vibrer, c'était l'abonnement aux lames de rasoir, un truc qui a cartonné aux États-Unis 10 ans après. Et en tout cas, ce gars-là nous a dit, non, mais en fait, moi, je regarde votre bureau. Qu'est-ce que je vois quand je regarde votre bureau physique? Je vois des magazines sur la restauration, je vois des produits pour les restaurateurs. Et il dit, c'est ça votre univers. C'est ça ce que vous connaissez. Donc, plutôt que d'aller chercher des idées de rasoir, où je comprends le truc, mais... Qu'est-ce que vous pouvez faire quelque chose dans un univers que vous maîtrisez, dont vous maîtrisez les acteurs, dont vous maîtrisez un peu les règles, etc. Et ça, je pense que c'est très important de choisir son terrain de jeu. Et c'est tout à fait possible il y en a plein d'exemples récents où tu crées une boîte dans un univers que tu connais pas du tout. Mais en l'occurrence, quand tu as déjà un peu d'expérience, c'est quand même plus simple de créer une boîte dans un univers que tu connais. Voilà, donc la fourchette, c'était un peu le parfait mix entre une boîte dans Internet, une boîte liée à la restauration. La fourchette, c'était Internet plus restauration. Et c'était la fourchette. Et en novembre 2006, on a eu une résa. De quelqu'un qu'on ne connaissait pas. On précisait toujours. Pas d'un ami, pas de la famille. C'était un inconnu qui a trouvé le site et qui a réservé. Je pense qu'il ne savait pas que c'était le premier à réserver. Et le seul, ce mois-ci, à réserver un restaurant. Si tu devais nous donner 3 étapes clés dans la fourchette. Entre bien sûr. 1 et 3, tu vois les... Non, mais il y a 3 étapes. Il y en a 3 pour nous assez claires. Alors, la première, qui est très classique, que je répète à tout le monde en B2C et que souvent l'entrepreneur a tendance à oublier, c'est ce que maintenant s'appelle le product market fit. C'est-à-dire, en fait, tant que tu n'as pas trouvé la formule magique qui fait que tu as un produit ou un service qui plaît aux clients, qui vont l'acheter spontanément, et en parler autour d'eux, ça ne sert à rien de faire de la pub ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, c'est aucune chance que ça marche. Donc ça, nous, ça a pris 3 ans, qui est une espèce de... J'aime bien la règle des 3 ans, moi. Et donc, entre 2006 et 2009... je dis à tout le monde, le product market fit, on le voit en fait, on le voit dans les chiffres, il n'y a pas besoin, c'est pas magique quoi. Enfin, c'est magique d'y arriver parce qu'il faut tester, etc. Mais par contre, une fois que ça arrive, en fait, tout d'un coup, ça devient facile. Il faut avoir plusieurs lectures du business. Il y a une lecture client, il y a une lecture collaborateur, il y a une lecture financière. Et en fait, il faut avoir toutes ces lectures-là. Et si on en oublie une, en fait, on déséquilibre son business. Donc ça, c'est première étape. Et là, meilleur souvenir de ma vie d'entrepreneur, je crois, encore jusqu'à aujourd'hui. Juillet-août 2009, donc 3 ans après vraiment le lancement, le premier resto installé sur la plateforme. 600% de croissance year over year, alors qu'on était à 50% le mois d'avant. Ah oui, donc tu as eu un... Bon, ça montait quand même, ça commençait à monter, puis tout d'un coup, tu as eu un... il y avait une croissance qui était, on va dire, laborieuse, parce qu'on rentrait plus de restos sur la plateforme, on allait les signer un par un, etc. Et donc, si on rajoutait 20% de restos en plus, ça faisait 20% de croissance, voilà, c'est basiquement. Et là, tout d'un coup, explosion du chiffre d'affaires, évidemment, en B2C. C'est plus vraiment un secret sur la fourchette. Ça a été un mix de suffisamment de restaurants. C'est une marketplace, donc il faut de l'offre. Donc, suffisamment de restos à Paris, parce que c'est principalement sur Paris. Évidemment, un produit, un funnel qui va bien. Enfin, funnel, la fourchette, c'est pas compliqué. C'est un moteur de recherche, une page de resto, un module de résa. Il y a 3 pages. Donc, l'étincelle pour nous, ça a été les promos. C'est le jour où on a commencé à faire du moins 30, du moins 40% sur les additions. Donc voilà le secret de la fourchette. En fait, il faut que le truc soit 10 fois mieux que son habitude. Parce que l'habitude, elle est ancrée, elle est là, elle est confortable, j'y suis bien.
Donc pour m'en sortir, il faut quand même que j'ai une sacrée carotte. Et si je te dis juste, ouais, c'est un peu mieux de réserver sur la fourchette, par contre, tu prends le risque que ta réserve ne soit pas, enfin, tous les risques que tu imagines dans ta tête, tu vas pas y aller. Donc ça, c'est meilleur moment moment et première étape, product market fit. Deuxième étape, bah, voilà, c'est très classique, hein, c'est vraiment by the book, mais c'est la partie passage à l'échelle. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu dois changer complètement de casquette. C'est complètement hallucinant. C'est-à-dire que tu étais là à te creuser les méninges pour te dire mais comment je fais marcher cette boîte-là? Comment c'est possible? Pourtant, c'est génial ce qu'on fait. On est des personnes super. Et pourquoi personne ne comprend ce qu'on fait? C'est-à-dire mais les gens ne comprennent pas ou quoi? Donc, c'est-à-dire que dans 2 ans, la fourchette aura 20 ans? Dans 2 ans, la fourchette aura 20 ans. Ouais. Waouh! Parce que c'est beau aussi. Hein. Il y a beaucoup de boîtes, même qui ont été des grands succès, qui ont disparu. Tout à fait. Et c'est incroyable. Ah ouais. Et donc la troisième étape, c'est quoi alors? Donc la troisième étape, ça a été de se dire, bon maintenant, alors même si nous, ça se fait un peu en 2 temps, mais on va, pour la simplicité de l'histoire, ça a été de se dire, bon maintenant, est-ce qu'on peut aller le faire à l'étranger, globalement? Et c'est à peu près à ce moment-là qu'on a vendu, on avait ouvert l'Espagne avant, mais qu'on a vendu. Et là, la troisième étape, en tout cas, qui était de dire, comment est-ce qu'on passe de 1 pays et demi, on va dire, à 10, puis 20, à la fois par croissance externe et par croissance organique. Et en faisant partie d'un groupe américain. Voilà, donc pour moi, ça a été absolument génial. Peut-être avant de passer à ton étape américaine, la croissance externe, ça marche vraiment? Je vais te donner deux exemples parce que, voilà, qui vont te dire que oui, ça peut marcher ou pas. On a racheté peut-être 7 boîtes au total. Il y en a 2 pour qui ça a été un carton absolu et qui font... Alors, on a racheté des géographies, mais si on considère que c'est les boîtes qui ont fait le succès du truc qui font aujourd'hui probablement 50% du chiffre d'affaires de la boîte. On en a racheté 2 autres qu'on a fermés, finalement, et 3 autres où c'est moyen. Donc, en fait, après, c'est comme tout, il y a une courbe d'apprentissage. Donc, la clé, c'est le bonhomme. Surtout qu'on rachète des petites boîtes, hein, donc évidemment. Ouais. Si tu rachètes des boîtes à plusieurs milliards, c'est forcément le bonhomme. Mais quand tu rachètes une boîte qui fait entre 200 et 2 millions de chiffre d'affaires, c'est le bonhomme. Donc, voilà. Donc non, il n'y a pas de... Je pense que le M&A... il faut que ça s'inscrive dans la stratégie. Après, avec TripAdvisor, j'ai bien vu, parce qu'ils sont quand même assez aguerris, les Américains, tous ces trucs-là. Donc, j'ai bien vu comment ils raisonnaient. Donc, le premier truc, c'est qu'il faut vraiment que ça soit dans ta stratégie, quoi. Il n'y a pas d'achat, tiens, il est en vente, pourquoi pas, quoi. C'est soit j'ai décidé d'aller en Italie, ce qu'on a fait. Et donc, j'ai un besoin. On avait décidé d'aller en Italie. Qu'est-ce qu'on a fait? L'histoire, elle est simple. Hein. Il y avait 3 boîtes. J'ai dit à mon... Je ne sais plus qui c'était à l'époque, mon numéro 2... tiens, on va passer une journée en Italie, on passe 3 heures avec chacune des boîtes, on leur explique notre plan, on leur demande tout ce qu'ils veulent nous dire sur leur boîte, et puis en leur expliquant que nous, on est là pour acheter une boîte. Et après, on rentre, et dans le train, on regarde un peu les chiffres, et le lendemain ou la semaine d'après, on en appelle un avec l'équipe M&A pour dire, voilà, nous, on voudrait vous racheter, ça coûte combien, quoi. Donc ça, je pense, c'est le plus important. Deuxième important, c'est les hommes. En effet, il faut que la culture, le CEO, donc pour une petite boîte, soit vraiment, il faut que tu dises, j'ai envie de bosser avec ce gars-là, parce que sinon, ça ne marchera pas. Il n'y a aucune chance que ça marche, c'est comme les recrutements. Et à ce moment-là, de toute façon, ça sera foiré. Et après, j'ai envie de dire qu'après, il faut quand même vérifier un peu l'actif, ce que le mec t'a dit, quoi. Parce qu'on a racheté en fait finalement 2 boîtes en Italie, dont une plus chère que l'autre, qui était pourrie, quoi. Le mec nous avait bien menti. Il avait bien arrangé les mariés. Et comme c'était une des premières qu'on rachetait, on n'a pas fait gaffe. Et puis, bon, voilà. Après, il y a plein de... Enfin, pas assez gaffe. Et du coup, en fait, la boîte qu'on a acheté 4 fois moins cher, c'est elle qui a fait l'Italie, et pas celle qu'on a acheté 4 fois plus cher. Moi, je me dis, quand tu achètes une boîte, c'est quand même un truc basique, c'est de regarder les comptes bancaires, quoi. Ah bien sûr, moi je regardais que ça, c'est le cash. Oui, voilà. Donc c'est tu cash in, cash out tous les mois, bien sûr. Ouais. Moi je suis d'accord avec toi. Ça ment pas. Non, quoi. C'est le seul document qui ne ment pas. Exactement. Exactement. Bon, sauf si tu fais ton Zoro PDF, mais alors là, ça devient une arnaque. Mais non, mais oui. Oui, exactement. Ouais. Et alors moi, j'ai le souvenir, quand tu m'as raconté l'achat de la fourchette par TripAdvisor, qu'en fait, tout s'est passé lors d'un dîner, c'est ça? Ouais, bien sûr. Ouais. Non, l'histoire, très simple. Hein, pareil, là, c'était un achat stratégique pour eux et t'as reçu un coup de téléphone en disant je cherche une boîte et... Non, alors c'est là que si j'avais su ça, on aurait pu le vendre un peu plus cher, ce qui n'est pas du tout un enjeu, mais nous, stratégiquement, on décide de lancer un process de vente. TripAdvisor était dans le top 3 des acheteurs qu'on préférait à la fois d'un point de vue culture et même stratégie, synergie. Et puis un matin, une après-midi, je reçois un email de Steve Kaufer, donc le patron fondateur de TripAdvisor à ce moment-là, qui me dit « Bertrand, j'ai lu votre deck, c'est incroyable ce que tu fais, vraiment c'est très clair, moi je suis très intéressé, est-ce que je peux être après-demain à Paris pour qu'on se rencontre ?» Donc là, à ce moment-là, je la salue Sylvie Nansana, là, qui était la DAF, qui était en face de moi, en open space toujours, et je lui dis « Sylvie, là je crois que j'ai reçu un mail
qui va changer l'histoire de la fourchette. J'ai senti dans le mail déjà le ton, quoi, la ton, façon dont il parlait. Ouais, exactement. Et donc 2 jours après, il vient. 3 donc heures il de le fait vraiment, quoi. Ah ouais, il prend l'avion. Je lui dis bien sûr, Steve. Je vais voir si j'ai de la place dans mon agenda. Donc il vient. 3 heures de questions-réponses avec son corp dev, donc le gars des fusions-acquisitions dans son équipe. Ils viennent à deux, à l'américaine. Questions hyper intelligentes, hyper pertinentes. Franchement, tu te dis, j'avais jamais eu des questions aussi intelligentes sur la fourchette. C'est pas compliqué. Là, après, je me suis dit, d'ailleurs, j'ai appelé les boards, j'ai dit, bon, m'expert smart, super intéressé, mais je pense qu'il est là pour prendre de l'info, à la française, hein, tu vois tout de suite le mal. Le gars, à 18h, il dit, bon, il faut que j'aille faire une petite sieste à l'hôtel, on se retrouve à 20h au resto. 20h, on discute, il nous raconte l'histoire de TripAdvisor, son histoire hallucinante, évidemment. À 22h, entre le fromage et le dessert, on sent qu'il prend un temps un peu plus sérieux, il nous dit, bah voilà, on est bon. On vous rachète. Et il dit, je vous donne la règle. Nous, toutes les boîtes à qui on a dit ça, on les a rachetées. Donc, on n'est pas là pour... on ne vous raconte pas du pipeau. Enfin, vous pouvez vérifier, vous pouvez les appeler, vous pouvez check the record. Par contre, pas de auction, on voit pas d'enchères. Ouais. Donc, vous nous donnez votre prix. Et si on dit oui, le deal est fait. À ce moment-là, ton cerveau, il est bien actif. Et donc on voit le board, on dit à Steve, écoute, donne-nous jusqu'à lundi si possible, le temps de réfléchir pour le week-end, c'est une grosse décision quand même, et il comprenait, hein, aucun problème. Et donc on voit le board, je te passe les détails, le lundi je lui envoie un mail, je lui dis, moi il est important celui-là, avec un prix, donc un prix, hein. Et à 2h30, 3h du matin, je dormais mal, réponse, ok c'est bon, c'est un peu cher, mais c'est bon. Par contre on est pressé, donc je t'envoie des gars jeudi, donc là c'était le lundi, ou mercredi même, le jeudi, pour la due diligence, ça nous prendra une semaine et après, ce sera fait. Les gars sont arrivés le jeudi, à 6 Américains. Le mercredi d'après, j'avais un message vocal de la personne qui gérait le truc, américaine, qui me dit, c'est bon Bertrand, j'ai signé le SPA, le Sales Purchase Agreement. Il y a encore 2 trucs à vérifier en legal, mais a priori, demain matin ou vendredi matin, tu peux le signer et tu auras le cash la semaine prochaine. C'est une belle histoire. Full cash en 2 semaines. Non, c'est assez unique. Félicitations. Hein. C'est assez unique. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'était stratégique. Voilà. On en revient, on reboucle la boucle. Ouais. À la base, c'est très hôtel, TripAdvisor, comme business, et qui voulait vraiment se déployer sur la partie restauration. Ils n'avaient pas réussi à racheter l'américain, équivalent de la fourchette. Et donc, ils se sont dit, qui est-ce qu'il y a comme autre acteur ? Comme ils étaient bons en Europe, TripAdvisor, ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a un acteur européen ? On était celui qui commençait à émerger. Et donc, quand ils ont reçu le deck, ils se sont dit, super, ils sont en vente. Ça, ils préfèrent aussi les Américains, c'est ça aussi. Tu apprends plein de trucs, évidemment. Il y a plein d'espèces d'idées reçues. Moi, on m'avait toujours dit, non, mais tu sais, les trucs ça te plaît, ça, de négociation, où il faut... non, mais si tu es vendeur, tu vas pas avoir un bon prix. Mais sauf qu'eux, toujours, ils m'ont dit, non, mais on préfère largement un mec qui est vendeur, parce qu'on sait que ça va aller vite. Nous, ça s'est bien goupillé, hein, c'est un coup de bol. Peut-être qu'il nous aurait appelé. Non, pas coup de bol, comme je dis depuis le début de notre podcast, t'es un mec brillant, t'es intelligent et puis aussi t'es fiable. Après, le timing, oui, bien sûr. Non, mais après, pourquoi la diligence a été très vite ? De nouveau, Sylvie Nansana, une super DAF qui a fait super bien le taf, et les dossiers tous les fichiers étaient nickel, les crayons étaient bien taillés. Pas de mauvaise surprise. Pas de mauvaise surprise. Le truc, les Américains, ça, ils adorent. Hein. Ils voient le truc, c'est nickel, les comptes sont justes, ça tourne rond. Au moins, ils se disent, la boîte, elle est bien gérée, quoi. Alors, comment tu fais ? Parce que donc, tu vends la boîte et puis tu es, d'après moi, le seul Français qui a été au COMEX d'une licorne américaine. Tu as été le seul Français à partir aux States et à rejoindre le COMEX de TripAdvisor. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, moi, je rêvais de travailler avec toi. Si. Et en fait, tu m'as appelé un soir en me disant Steph, non, ce ne sera pas CAPA, mais pour ma famille et puis pour l'expérience, ce sera les US. Et en fait, j'étais jalouse, hein, parce que vraiment, je rêvais de bosser avec toi. Et t'es parti aux US, mais alors, ça se passe comment un COMEX américain ? Oui, en effet, un TripAdvisor, donc boîte cotée au Nasdaq, à l'époque, ça valait 12 milliards. Très belle boîte, une boîte qui a été créée en 99. Et c'est intéressant, le COMEX, on en a déjà parlé, mais ça a été une de mes expériences à la fois les plus frustrantes et les plus intéressantes et les plus éclairantes de comment fonctionne le capitalisme américain. À la fois frustrant parce que finalement, c'est des réunions un peu comme en France où c'est pas forcément... Enfin, en tout cas, j'en ai vu un, quoi. Ouais. Avec des gens, pour le coup, des gens brillants, mais ça reste difficile de faire travailler des gens ensemble, surtout quand plus ils sont brillants, plus c'est difficile de faire travailler ensemble, j'ai l'impression parfois. C'est un peu politique, c'est un peu... etc. Après... il y a des moments stratégiques qui sont très intéressants où on réfléchit à l'avenir 1, 3, 5 ans, quelles sont les menaces, etc. Donc ça, ils le font plutôt bien. J'ai eu la chance aussi où ils ont une mission avec le BCG, McKinsey, qui sont quand même des trucs très intéressants de réflexion stratégique. Après, ce qui est très intéressant, et ça c'est presque
la suite de ma vie, mais c'est de comprendre à quel point aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est que les membres d'un COMEX, d'une boîte cotée comme ça au Nasdaq, en fait, ils ont tellement de stock options que finalement, ils sont beaucoup plus concernés par le cours de la bourse. Enfin, c'est pas compliqué, en fait. Ils perdent ou ils gagnent des millions en quelques mois. Hein. Enfin, c'est beaucoup. Donc, c'est dur d'être insensible à ça. Mais du coup, c'est même d'un point de vue purement capitalisme, c'est presque contre-productif parce que les mecs, ils sont tellement obsédés par ça que ça en devenait presque caricatural. Il y avait un codir sur deux, on parlait quasiment que de ça, quoi. Et moi, parfois, je leur disais, mais attendez, c'est bien, mais en fait, ce qui compte, c'est la stratégie de la boîte, c'est ce qu'on fait. Et ils le savent, hein, ils sont plus intelligents que moi, mais ils n'arrivaient pas à s'en détacher. Et leur argument, c'était, ouais, mais les collaborateurs vont nous quitter, c'est le cours bourse. Mais je leur disais, là, vous me pipotez, c'est parce que vous, c'est vos millions. Vous parlez des collaborateurs, ça, c'est pour faire, etc. Donc voilà, donc ça, c'est un des trucs qui m'a pas mal marqué. C'est vraiment à quel point aujourd'hui, évidemment, tous les intérêts sont alignés pour que le cours de bourse soit l'espèce de North Star absolu. D'une entreprise qui plus est cotée, et à quel point ça pouvait perturber le jugement de personnes brillantes. Hein. C'est que des gars qui avaient fait Harvard, qui avaient été CXO de grandes boîtes américaines qu'on connaît tous. Voilà, donc vraiment, t'avais un pack, c'était du solide, quoi. Et après, c'est aussi la diversité aux États-Unis. Hein. Franchement, c'est pas une blague, en tout cas dans ces boîtes-là. C'est à quel point ils arrivent à faire travailler, pour le coup, des personnes d'horizons très différents. Hommes-femmes évidemment, mais aussi des Européens, des Américains, des Asiatiques, et tout ça dans le même bateau, et c'est naturel, et ça marche globalement très bien. Voilà, donc ça, et ils ont une culture, ils ont même une langue presque qui est pour ça très bonne, qui est très inclusive, et moi mon boss, c'est incroyable à quel point il me comprenait en anglais, il faisait énormément d'efforts. À la fin, même, il comprenait même il avait intégré toutes les erreurs que je faisais, donc il comprenait même. Arrête, t'es le meilleur d'entre nous en anglais. Donc je pense pas. On fera l'interview en anglais la prochaine fois. Comme ça, on verra que c'est toi qui mens. Enfin, de toute façon, c'est des expériences fascinantes hein, de voir un COMEX. Alors, j'ai pas vu de COMEX d'une boîte de cette taille en France, donc je peux pas vraiment comparer. Mais c'est énergie positive, quoi.